Gutta pour son ouvrage, donc L'ombre des préjugés, qui est un récit autobiographique sur la trajectoire de votre vie, qui est publié chez l'Harmattan. Ça fait longtemps que ce rendez-vous est pris, Gutta, et je dois dire que votre vie a été extrêmement riche. Il faudrait partir évidemment de... Pas en argent. Pas en argent. Il faut partir évidemment du départ, c'est-à-dire de votre enfance, née de parents juifs bien sûr. Vous avez été marqué par, on peut dire, la barbarie nazie, et vous avez vécu votre jeunesse en Pologne. Il y a une très belle histoire puisque vous avez été, on peut dire, hébergé, recueilli par un père adoptif avec lequel vous avez eu des liens extrêmement forts, donc qui sont tout à fait pertinents dans cet ouvrage. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à cette période de l'enfance qui reste quand même un épisode extrêmement douloureux pour vous? C'est une période qui m'a marqué pour toute ma vie. Je suppose que être né le lendemain de la création d'un ghetto et avec une mère qui immédiatement était soumise à l'oppression et à la faim et la misère et la peur et l'angoisse quotidienne, alors qu'elle avait 23 ans, et que immédiatement elle devait être complètement paniquée en donnant naissance à son enfant sans savoir ce qui adviendrait. Elle venait de déménager d'une maison assez confortable dans une chambre où elle était avec sa famille, donc beaucoup de gens autour. Et je ne sais pas quelle langue j'entendais à ma naissance. Je suppose que c'était yiddish. Ma famille habitait dans une ville près de Varsovie qui s'appelait Minsk Mazowiecki, où il y avait un ghetto de presque 7000 personnes, parce qu'il y a eu des environs qui ont été ajoutés à ces petits ghettos. Donc la maladie, la faim est là, et surtout la peur, la terreur quotidienne. C'est comme ça que j'ai passé à peu près 2 ans de ma vie. Et, je suppose que j'entendais aussi bien les chants religieux chassidiques et yiddish, et que j'étais entourée de ma famille qui certainement parlait yiddish, bien que ma mère, je sais qu'elle avait fait lycée polonais, donc elle savait bien les polonais. Mais mes grands-parents et mes tantes et tout le monde étaient dans une famille de commerçants, assez aisés, mais qui parlaient certainement yiddish dans un shtetl varsovien, fait près de Varsovie. Les premiers 18 mois, donc j'ai passé dans ce ghetto. Il a été liquidé le 21 août 1942, donc j'avais presque 2 ans. Et après la liquidation, la majorité des gens de ce ghetto ont été tués sur place. Il y avait 1500 personnes tuées sur place. Et les restes a été envoyé à Treblinka le 20-21 août, qui était, d'après les films de Lanzmann, c'était le pire trafic Tebra and Jam. C'est-à-dire, les gens mouraient sur la rampe et dans les trains parce qu'il n'y avait plus de place dans les chambres à gaz. Donc imaginez comment a été traitée donc ma plus proche famille. Ma plus proche famille, c'était beaucoup de personnes qui s'appelaient Korman et qui étaient une famille bien établie dans cette ville. Et je ne sais pas comment mes parents, mon père, ma mère et une petite sœur qui est née quelques mois après, avant de la liquidation des ghettos, où est-ce que nous nous sommes cachés? Parce que les gens qui partaient pour Treblinka étaient amenés là-bas en marchant, et quelque part il y a quelques personnes qui ont réussi à fuir des côtés puis rester en vie pendant quelques jours. Maintenant, il y a eu 2 camps de travail qui ont été établis par la Wehrmacht, où il y avait 400 juifs restants. C'était surtout des artisans qui les servaient donc à la Wehrmacht. Et un autre petit camp dans une usine je ne me rappelle plus comment ça s'appelle là, les produits c'était aussi des produits pour la Wehrmacht. Donc il y a eu au total environ 400-500 personnes qui pouvaient être dans ces 2 camps, donc dans une ancienne école qui était transformée en dortoir pour les
travailleurs donc qui sont restés en vie. Et il semble que ma mère, avec ses 2 petits-enfants, donc moi qui avais presque 2 ans et ma sœur qui avait 6 mois, et nous sommes retournés dans ces camps de travail. Et on m'a enlevé de ces camps de travail avec une première action de la Zegota. C'est l'organisation qui venait d'être créée, qui commençait à agir à Varsovie et par la suite dans quelques ghettos autour. Et que c'était une action organisée pour sauver ces enfants. On n'avait pas le droit d'être dans un camp de travail. Il y avait une dizaine d'enfants. De ce que je sais, je suis la seule à avoir survécu. Parce que je n'ai trouvé dans toutes mes recherches aucun autre enfant qui m'aurait dit j'ai été sauvée le même jour, la même période. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'au fond, il y a cette mémoire douloureuse, et puis longtemps après, évidemment, vous avez recherché des traces pour reconstruire cette histoire. C'est-à-dire ma mémoire, elle n'a que probablement inscrit dans mon corps l'angoisse, la terreur, la faim et la douleur de ma mère. Oui. Mais ma mémoire descriptive de ce qui était est venue par la suite lorsque je rencontrais des gens qui ont été des témoins de ces événements et qui ont même connu vos parents aussi. Et qui ont même connu mes parents. Oui, c'est-à-dire j'ai rencontré en Israël 20 ans après des gens qui ont été dans les mêmes camps de Copernic, qui étaient dans les mêmes ghettos, et à ce moment-là ils avaient déjà écrit ce qu'on appelle ces livres de mémoire de Tettel, où il décrivait exactement les événements. Si vous permettez, je voudrais simplement lire quelques passages de votre ouvrage. Ça donne un petit peu une idée de votre style. Vous dites « Ne plus se cacher, oublier sa petite enfance, passer dans le ghetto et dans des cachettes improvisées dont l'horreur se passe de mots. Oublier ce jour où, dans un abri, l'un a piétiné son visage, et l'autre a plaqué sa main sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. La peur plane encore sur cette ville à l'est de la Vistule lorsque les Allemands reculent, culottes baissées, devant les Soviétiques en haillons, quand ces sauvages, comme on les appelle, s'installent en ville. Les règlements de compte continuent de plus belle. Les partisans de toutes allégeances se battent entre eux à coups de couteau et de fusils rouillés. Se terrer et la règle et la lâcheté, une habitude à garder. Ce sont des images qui sont encore très fortes dans votre esprit. Mais ces images sont revenues avec une force incroyable lorsque j'avais 52 ans. C'est ça. Je décrivais ça dans mon précédent livre que vous avez eu la gentillesse de me faire interviewer. C'est le livre vraiment qui était sorti de mes tripes et qui parlait en poème et très, très lyrique et très fort. C'est un livre où ma mémoire est revenue, où la nécessité de rechercher, de comprendre mon histoire et celle de ma famille et de mon shtetl est venue vraiment avec une énorme force et inconsciente ou presque mystique, où je me suis mise à peindre alors que j'étais professeure de droit et je ne savais pas peindre, où j'ai commencé à écrire des poèmes et que je parlais de mes sentiments par rapport à ma famille détruite, à mon pays, à toute cette mémoire absolument atroce qui m'est revenue, et je l'ai mis en vers, je l'ai mis en image. Maintenant, 20 ans après, j'ai pu les mettre en parole, j'ai pu les décrire avec une certaine rationalité, c'est-à-dire dans l'ordre, au moins dans l'ordre historique, et lui donner la place dans mon histoire de vie. Donc, on appelle ça, c'est une sublimation évidemment artistique, fondée sur ce qu'on appelle le retour du refoulé. Tout à fait. Mais c'est vrai que vous avez une autre vie qui commence à partir de 50 ans, puisque d'un seul coup, c'est comme une digue qui se rompt, et toute cette mémoire, évidemment, va en quelque sorte se graver au niveau du matériel artistique. Et du conscient, absolument. Et du matériel artistique d'abord. Oui. Et à partir du matériel, moi, j'ai regardé les images que j'ai dessinées ou j'ai peint. Oui. Et ensuite, il y avait les poèmes qui arrivaient, donc des mots. L'image et l'écriture, l'image et la parole, quoi. Oui. Et puis maintenant, c'est la parole très rationnelle. Je suis très descriptive. Oui. Je décris les événements. Dans les premiers, c'était vraiment les émotions. C'est ça. Oui. Alors,
revenons une seconde sur votre père adoptif, parce qu'en fait, il va y avoir un lien extrêmement fort avec lui. Et puis, vous allez le faire venir de la Pologne, vous allez le faire venir en France. C'est quelqu'un qui vous est très cher, cet homme-là. Bien sûr. C'est l'homme que je pense que si je suis, comme on m'appelle, une personne qui a beaucoup de volonté, qui recherche l'excellence, qui est extrêmement sûre d'elle-même, ça vient de lui, ça vient de son amour. C'est-à-dire que cet homme, en me voyant, j'avais 2 ans, pleine de poux. Ils m'ont d'abord rasé et ils m'ont mis et ils m'ont lavé, ils m'ont vraiment recueilli, j'avais 2 ans exactement. Ensuite, ils ont dû fuir avec moi parce qu'on les a dénoncés, parce qu'elle était en prison, c'était le couple. Maintenant, elle avait plus d'hésitation par rapport à moi. Lui, il m'adorait. Il m'adorait, simplement, il m'adorait au point où c'était une petite fille qui leur arrive, ils n'avaient pas d'enfant. Et j'avais 2 ans, donc j'étais un bébé pas joufflu, hein, parce que je sortais plutôt de la faim atroce. Et je me souviens d'ailleurs, j'ai des sentiments parfois de creux comme ça qui sont très douloureux. Et il m'a donc accueilli, il m'a aimé avec tout ce qu'une personne peut aimer, vraiment comme on dit l'amour maternel. C'était lui, c'est l'amour paternel. Oui, en même temps, on le sent, il vous a donné beaucoup de force, parce qu'il faut le dire, bon, malgré ce qui vous est arrivé, vous vous êtes reconstruite d'une manière extrêmement brillante, puisque, et malheureusement, une émission ne suffit pas, hein, mais il faudrait revenir un peu sur votre trajectoire. Donc, vous avez vécu sous 4 noms, dans 4 pays différents, vous avez été professeur d'université, vous avez fait de brillantes études qui vous ont conduite à aussi un poste d'avocat international, il faut le dire. Tout cela, au fond, c'est parce qu'il y a un bon socle sur le plan, de l'enfance. Lui pensait que il y a un proverbe en polonais, do tańca i do różańca. C'est quelqu'un qui sait danser, mais qui sait aussi prier et qui sait étudier. Donc c'est un enfant qui est talentueux de tout. C'est ça. Bon, ça m'a vraiment accompagné toute ma vie. C'est-à-dire, moi, je peux tout faire. Et je ne sais pas si mon amie Fanny, si que je suis un peu prétentieuse, mais vraiment, c'est quelque chose que les gens qui me sont sympathiques les voient tout de suite, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je peux pratiquement tout faire, rigoler et pleurer en même temps. Je peux étudier, enseigner. Vous êtes en plein dans notre tradition. On peut passer du rire aux larmes, et Dieu sait si en ce moment, je dirais que c'est plutôt les larmes qui conviennent le mieux. Mais larmes, mes petits-enfants qui sont... On va en parler, parce qu'à la fin, il y a un très beau texte que je voudrais lire. C'est, à mon avis, c'est la quintessence de votre livre. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un message de transmission, et je le lirai parce que c'est un passage extrêmement beau. Je me tourne vers notre amie Fanny Hochbaum. Fanny Hochbaum, militante notoire des fils et filles, avec tout le petit groupe, le petit noyau des fils et filles, Serge et Beate Klarsfeld, bien sûr. Avant toute chose, Fanny, j'ai une pensée pour Albert. Albert qui... à m'adapter aux gens autour et ne parlait que de choses dont il parlait. C'est-à-dire, j'étais vraiment un vrai caméléon. Et quand j'étais jeune parmi les juifs séfarades en France, parce que c'est là qu'ils arrivaient, on était dans la maison de la juive à Strasbourg, j'étais entourée de jeunes filles qui venaient du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, et qui étaient les premières juives que j'ai rencontrées, parce qu'il faut dire que toute ma jeunesse en Pologne, je ne me considérais pas et personne ne savait que j'étais un enfant adopté. Bon, ils le savaient, mais moi, j'en parlais pas de ça. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui était secret pour ceux qui ne savaient pas, ils ne pouvaient pas le savoir. Boris Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé sur ce thème-là, il parle de crypte. Il y a une crypte intérieure. Moi, je l'ai écrit avant. La crypte, la fameuse crypte. Voilà, c'est comme une sorte de forteresse qu'on protège. Dans les premiers livres. Pour sauver sa vie, tout simplement. Bien sûr. Pour survivre. Dans les premiers livres, je l'ai découvert avec Madame Schutzenberger, qui était prof à l'époque, qui était une des fondatrices de la psychologie transgénérationnelle. Et c'est ça qui m'a donné une sorte d'explication psychologique à cette folie que je
j'avais de quitter l'université, de peindre, d'écrire et d'être obsédée par la mémoire. Je suis devenue, à ce moment-là, donc à 52-3 ans, je suis devenue justement une sorte d'obsédée par la mémoire, et peut-être trop fort. C'est-à-dire, les gens autour de moi, ils ne me suivaient pas. J'ai eu beaucoup de mal à maintenir la professeure Geneviève Benezra. Je n'étais plus. J'étais une personne qui ne pouvait ne pas parler de ça, ne pas montrer mes tableaux, et mes tableaux sont d'une expression incroyable. Et donc, j'ai vraiment changé de vie à ce moment-là, et j'ai décidé de le suivre parce que je suis rentrée en France, je me suis occupée donc des enfants plutôt, et d'écrire, de peindre, que de continuer ma carrière. J'étais encore trop jeune pour la couper complètement. Bien sûr. Mais je l'ai fait. Oui. Alors je me tourne vers Fanny, parce que Fanny, on parle du ghetto. Toi, il y a un ghetto qui t'est cher, si on peut dire, hein, sans ironie bien sûr, c'est le ghetto de Lodz, puisque en fait on se souvient de ce voyage que tu as fait il y a quelques années avec notre ami Joe Weisblatt, qui était un survivant du ghetto de Lodz. Joe Weisblatt, Simon Drucker, bien sûr, qui nous a quittés, Michel Aubier-là, et Michel Feldman. Bien sûr, qui nous a quittés bien aussi. sûr, Oui, bien sûr. C'est un souvenir émouvant pour toi. C'est très émouvant, surtout que mon grand-père est mort de faim dans le ghetto de Lodz. Mon grand-père, qui était maquignon et qui fournissait la viande à l'armée de Lodz, aux soldats cantonnés à Lodz, est mort de faim. Nous avons une carte postale, et il a aussi sa tombe dans le ghetto, dans le cimetière de Lodz, une jolie tombe en marbre que... Oui. Alors, on en profite aussi pour saluer la mémoire de Joe Weisblatt, qui nous a quittés il y a quelques temps, que tu connaissais bien également. Oui, bien sûr, et puis, il y a ce témoignage émouvant sur place de sa part, puisque Dieu seul sait. Il y a mon film. Et il y a ton film aussi, bien sûr. Et la vie continue. Et la vie continue, bien sûr. J'avoue que je ne le retrouve pas. Je lance un appel s'il y a quelqu'un dit. Non, c'est dommage, parce qu'il faut le retrouver, parce qu'en fait, ce sont des images historiques maintenant. Denis Attal, voilà. J'ai fait appel à lui, et je compte sur lui pour en refaire une copie. Alors, tu peux Sinon, j'ai tous les... Si tu as tous les rushs, il n'y a aucun problème. J'ai tous les rushs. Alors, ça sera reconstitué. Parce que, en fait, dans le déroulement de la post-Shoah, il faut savoir que tous ces documents-là, avec des témoins qui, malheureusement, nous quittent, eh bien, ça passe à l'histoire. Ce sont des documents historiques extrêmement forts. De même, sans citer le témoignage autour de Maurice Jablonski, et accompagné par Albert Rochebaum, par André Chauman, par Lazare Domniez et évidemment Joe Weisblatt sur le terrain de l'extermination, on peut dire que c'est aussi un document extrêmement fort et qui doit passer à l'histoire. Alors, Gutta, aujourd'hui on sait que vous êtes grand-mère, et je crois que c'est ce qui vous rend le plus heureux. Si on devait faire aujourd'hui un bilan de votre vie, au fond le plus beau cadeau que vous ayez eu dans votre vie, c'est évidemment votre descendance. Oui, c'est-à-dire quand je pense à mon histoire où j'étais condamnée à mourir. C'est ça. 100% pratiquement, et c'est par 1%, c'est 1% des chances que je sois sortie de ce camp de concentration qui était brûlé 2 mois après, avec ma mère et ma tante et tout le monde dedans, brûlé vif. Donc, avoir survécu, alors que la plupart des autres qui ont été sortis ont disparu, on ne sait pas s'ils ont survécu ou ils ont été tués, ou on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc je suis la seule finalement survivante d'enfants parmi 1,5 million qui la majorité de ont été assassinés, bien sûr. C'est vraiment un miracle d'être là. D'être arrivé en plus, de mener une vie presque normale pour accoucher de 2 filles, pour les élever et pour qu'elles aient des enfants. Je me dis tout ça, c'est vraiment des faits extrêmement rares dans mon cas, parce qu'avec 1%, on arrive à... Mais vous savez que c'est très joli ce que vous dites, parce que au fond, quand vous dites je suis heureuse d'être là, mais c'est vraiment, on s'inscrit pleinement dans la tradition, puisque en fait on sait que en réalité Yehudi, ça vient de l'Hérodote, qui en fait signifie la gratitude. Voilà. Être juif, c'est avoir
d'avoir de la gratitude pour la vie qu'on a reçue. Absolument. Donc c'est merveilleux. Absolument, oui. Je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, citer les derniers mots de votre livre, parce que je trouve que c'est vraiment la quintessence de la transmission. Voilà, vous dites, mes enfants et mes petits-enfants, tous vivent en Israël. En leur présence, je redeviens donc humaine, vulnérable, féminine et maternelle. C'est tellement classique que je rougis de gêne à partager ces sentiments forts, extraordinaires que je ressens en présence de mes petits-enfants. Par là, je rejoins toutes les grand-mères du monde. Je suis heureuse de les voir vivre, de leur donner mon amour et d'en recevoir plein. Leur joie de vivre, leur besoin de ma tendresse me procure le sentiment d'exister, d'avoir accompli quelque chose de concret, de vibrant, de vivant. Je n'avais pas ce sentiment en faisant naître mes propres enfants. C'était plus de la routine sociale. Il me manquait cette conscience, cette profondeur existentielle de sentir ma progéniture, de transcender la mort. C'est une sorte de revanche sur ma tragédie et celle de tous les miens. Je passe beaucoup de temps à les voir, à les écouter. Ce sont les seuls êtres au monde qui me signifient que je suis encore là. Le reste compte moins, je ressens moins le vide de mon existence. L'amour est primordial pour un être humain, il étend son espace vital. J'étais une graine à la naissance et ma vie n'est qu'un souffle poussé par le vent de l'histoire. Je laisse des traces, alors j'ai vécu. C'est bien dit, c'est bien écrit. C'est Marie qui oui. envoie à tout le monde aussi exactement cette même partie, parce que toutes les mères, surtout les mères et oui. les femmes, se reconnaissent dans cela. Oui. Et puis, comme vous dites, c'est très juif ça. Oui. C'est vraiment des progrès, de sentir qu'on n'est pas les derniers, qu'on continue la vie. C'est ça. Et moi, ce qui est surprenant, vous savez, ça, c'est une question aussi qui n'est pas complètement résolue scientifiquement. Et quand je suis arrivée à 20 ans à Strasbourg, et j'allais chaque Shabbat, j'apprenais à vrai dire les rudiments du judaïsme avec des familles donc assez religieuses à Strasbourg. Il y avait une communauté très 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 belle communauté à l'époque, dans les années 60. Et puis je me rappelle que Max Gay, qui était un érudit de la Torah, et quand il me voyait parler, je parlais très mal évidemment, j'apprenais les français en même temps que la vie, et quand il m'écoutait, il me voyait agir et répondre. Il m'a dit, c'est incroyable, tu es tellement juive. Je dis, mais enfin, je n'ai pas vu un juif depuis que je m'a sorti du camp jusqu'à ce que je vous rencontre. Je connaissais ni juif, ni fête, ni rien, zéro. Alors, il me dit, mais dans chaque réponse, il y a du juif. Dans chaque geste que tu fais, tu parles avec bon. Ouais. Et les réactions que tu as, c'est typiquement ce qu'on appelle l'essentiel d'une âme juive. Alors là, maintenant je l'ai revu il y a un mois, parce que je suis passée par Strasbourg, et j'ai dit, Max, tu veux bien me dire, qu'est-ce que tu voulais dire par être juif, avoir le geste, avoir au fond culture juive, est-ce que dans tes gènes, parce que c'était pas par la culture que je l'ai apprise, c'est pas l'acquis, c'est vraiment l'inné. Il m'a dit, c'est un scientifique, donc oui. En étant religieux et scientifique, il m'a dit, il y a des choses, semble-t-il, qui passent par les gènes, des comportements ou des gestuels, des choses comme ça, comme on a les yeux bleus et c'est par les gènes, on peut très bien voir des réactions. Je dis des réactions, bon, le fait aussi de valoriser la vie, d'avoir un côté positif comme ça, et aussi un côté créatif, parce que en réalité, si nous sommes juifs encore jusqu'à aujourd'hui, c'est précisément parce que il y a de la créativité. On sait s'adapter aussi. Exactement. Alors il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, parce que dans votre livre, au fond, c'est aussi un plaidoyer pour dire que, au fond, si le peuple polonais s'est montré dans l'histoire antisémite, il faut le dire, il y a eu aussi des exceptions. La preuve, c'est que la famille de votre père adoptif et votre père adoptif lui-même, on peut dire qu'en réalité, cette question-là, elle était complètement gommée. Il vous a adopté, mais avec le cœur. Mais je veux vous corriger, c'est uniquement lui. Ah, c'est uniquement lui. Ah, d'accord. Ah, vous sentiez un malaise à ce moment-là? Oui. Non, mais moi, j'étais trop petite pour jouer
c'était à Strasbourg. En 71, j'étais déjà au Canada, je suis revenue pour les soigner. Pour l'assister, oui. Oui, pour l'assister. Et il m'a dit avant qu'il meure, vraiment, je suis sortie 2 heures après, on m'a appelé en disant, bon, il est décédé. Il m'a dit, tu as été le plus grand bonheur dans ma vie. J'ai dit, mais j'étais pas gentille, mais j'ai pas toujours été avec toi. Enfin, j'avais une liste de choses que je me reprochais par rapport à lui. Et du tout, mais pas du tout. C'était vraiment les plus grands cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, c'est d'avoir une fille comme toi. Voilà, c'était un père meilleur. Fanny Hochbaum. C'était incroyable. Oui. Alors Fanny, je vois que tu écoutes ton ami Guta, tu découvres aussi des choses, je suis sûr. Hein. On apprend toujours de tout chacun. Tout à l'heure, tu m'as fait un petit reproche, je ne sais plus lequel, mais l'amitié, c'est pas sans critique, quelquefois, hein, on peut pas. Mais maintenant, non, pourquoi? Mais maintenant, j'ai une grande admiration pour toi. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on sent. Alors c'est vrai que Guta, il y a beaucoup de sensibilité et en même temps beaucoup de force. C'est ça. C'est une femme à 2 visages. Hein, c'est une femme à 2 visages. Non, mais ça va très bien avec la force et la sensibilité. C'est très bien si on arrive. Bon, il y a des gens qui transforment la sensibilité en sensiblerie. Oui, bien sûr. Qui ne font que sensibilité, ça veut dire moi. J'essaie de ne pas être. Je suis sûrement comme ça. Alors, parce que je suis tellement. Parlons aussi de l'avenir. Parlons un petit peu de l'avenir. Il nous reste très peu de temps, mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui quant à vos œuvres? Quel écho elles reçoivent? Est-ce que, au fond, est-ce que ces œuvres-là vous appellent précisément d'une manière presque permanente à travailler, à continuer à travailler? Alors, la bonne et la mauvaise nouvelle. D'abord la bonne. Oui. La bonne, c'est que chaque fois qu'un livre est lu par les non-juifs, ils sont fascinés. Et ils me demandent de les raconter aussi bien l'histoire de ma survie, parce que là, ils connaissent absolument rien là-dessus. Ils connaissent peut-être un peu l'histoire en France, mais pas les ghettos, pas les camps de concentration. Bon, la plupart des non-juifs ne sont pas informés en détail. Ils ont une vague idée de ce que c'est. Ils sont fascinés par ça. Et par la deuxième partie de mon livre, qui est mon plaidoyer pour Israël. Et mon plaidoyer contre l'antisémitisme, parce que là, ils découvrent que finalement ma vie, en apparence toute normale, était vraiment très affectée par l'antisémitisme, que l'antisionisme s'ajoute, et que moi, je connais très bien tous ces symptômes, que je les sens toujours un peu à distance presque, et qu'actuellement, c'est massif, et que c'est depuis 15 ans, je suis complètement, je dirais pas obsédée, parce que je ne suis pas du genre à être obsédée, mais je suis très préoccupée par les retours de l'antisémitisme, et mes amis, donc non-juifs, sont extrêmement curieux. J'ai fait une rencontre avec les gens, j'ai une maison dans les Lot. Les gens sont des paysans, mais il y a quelques notables. Il y a eu 50 personnes qui sont venues à la rencontre sur mon livre, et ils étaient fascinés, et ils m'ont demandé de leur expliquer, de leur faire des cours sur le sionisme, sur Israël, sur l'antisémitisme, parce qu'ils ont l'air de ne rien comprendre, mais intuitivement, ils ne croient pas la presse et les médias. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et ça, moi, je l'écris ici en disant, les médias déforment depuis 15 ans, je ne comprends pas pourquoi. Ça me fascine de savoir qu'en France, où on a l'accès à toute l'information, où les gens sont éduqués, très souvent des intellectuels de très haut niveau, et qui peuvent déformer les faits d'une façon. Ça, c'est une information intéressante que vous nous apportez. C'est-à-dire, au cœur de la France profonde, il y a une possibilité d'un dialogue, et je dirais même d'une pédagogie. Hein, alors que dans les grandes villes, bon, c'est moins possible, apparemment. C'est possible, mais je crois qu'il faut les faire avec les petits groupes. C'est ça. Et viser, cibler et s'intéresser beaucoup plus à nous convaincre nous-mêmes, parce que vous dites, mon livre
livre par rapport aux institutions juives, j'ai essayé de les intéresser. C'est uniquement grâce à Fanny ou grâce à une autre amie que j'ai parfois l'accès à ces différents lieux, parce qu'il y en a beaucoup de lieux qui présentent donc les livres. Mais moi, ils ont malheureusement des habitudes à ne présenter que ceux qui connaissent ou alors ceux qui sont recommandés. Et moi, je suis pas très... C'est pas mon cas. Moi, j'aime bien les anonymes. Mais bon, enfin, sans vous offenser, mais c'est vrai qu'il faut donner la chance à tous ceux qui se donnent la peine de faire une publication, de la faire connaître au plus grand nombre. C'est un devoir de faire comme ça. Vous l'avez fait il y a 20 ans. Et on la refera dans 20 ans encore. Hein. En tous les cas, vraiment, je voudrais rappeler donc le titre de votre livre, hein, L'ombre des préjugés, récit autobiographique, publié chez l'Harmattan, donc Guta Tirangiel Benezra. Et puis, tu voulais juste ajouter, Fanny? Oui, ma profonde compassion pour les familles endeuillées. Oui. Ma grande admiration pour les soldats. Dès que je retourne en Israël... Tu repars lundi, hein, je crois. Oui, je vais aller voir ce que je peux faire modestement. Refoua Shema pour les blessés. Et puis, tous ceux qui ont projeté de venir en Israël, eh bien, venez. Et apprenez l'hébreu. Apprenez l'ivrite. En tous les cas, cher Guta et chère Fanny, merci beaucoup, chers amis.